européenne s'engage à débloquer pour le Mali 225 millions d'euros en 2014. Une action pour concrétiser les promesses faites à Bruxelles en mai dernier. En plus de cet appui budgétaire, 3 milliards de francs CFA seront mis à la disposition des régions du Nord pour leur reconstruction. Nous revenons sur l'espace d'interpellation démocratique tenu hier. Ce soir, les réponses des ministres interpellés et les recommandations des membres du jury à l'intention du gouvernement et des interpellateurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 11 décembre, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, arrivé ce matin à Berlin en Allemagne, a entamé la dernière étape de son périple en Europe. C'est un accueil très solennel qui a été réservé à Ibrahim Boubacar Keïta par la chancelière Angela Merkel, honneur militaire et exécution des hymnes nationaux. Les deux personnalités se sont ensuite retirées pour un entretien de plus d'une heure, à l'issue de laquelle elles se sont adressées à la presse. Donc, à l'instant donc, l'exécution des hymnes nationaux à l'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Berlin. Il a donc été accueilli par la chancelière Angela Merkel ainsi que de nombreuses personnalités. Et évidemment, les deux personnalités se sont retirées pour un entretien de plus d'une heure, à l'issue de laquelle elles se sont adressées à la presse. Angela Merkel réaffirmera le soutien de son pays au Mali dans la phase de reconstruction de celui-ci. Les 100 millions d'euros promis par l'Allemagne à Bruxelles en mai dernier sont déjà tombés dans l'escarcelle du Mali. L'Allemagne s'engage en outre à équiper l'armée malienne dans le domaine de la logistique. Nous reviendrons avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Il faut que les interférences autour de Kidal s'arrêtent. Déclaration du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg. Le chef de l'État a réaffirmé l'unicité du Mali en excluant toute forme d'indépendance ou d'autonomie d'une partie du pays. Il a rappelé que le Mali est multi-ethnique. Nous l'écoutons. Le Mali n'est pas un pays d'exclusion. Le Mali est un pays de noirs et de blancs. Il ne faut pas s'attendre à trouver au Mali des Indiens parqués dans une réserve par rapport auxquels il y aurait des projets de massacre et autres. Tel n'est pas le Mali. Tel n'a jamais été le Mali au long des siècles. Alors, qu'on ne nous crée pas une situation que nous n'avons jamais connue dans notre histoire. Un peuple de grande convivialité, de convergence absolue et qui doit le rester. J'ai dit à Paris de la manière la plus claire, il faut que les interférences diverses autour de la région de Kidal s'arrêtent. En tous les cas, nous ferons au mieux pour assurer nos responsabilités, pour les assumer tranquillement, dans le seul intérêt de notre pays, de la communauté touareg elle-même et de l'ensemble des peuples du Mali. Pourquoi? Nous avons créé un ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Nous disons à nos frères, nous dialoguons, nous avançons, nous avons un pays à construire ensemble, dans la fraternité, dans l'égalité, et que ce pays est nôtre. Que toutes sortes de sirènes qui vous susurrent à l'oreille, l'indépendance, il n'y aura pas d'indépendance. Il n'y aura ni indépendance ni autonomie. Il y a un Mali un et unique. Et ce qui n'a pas prospéré ailleurs ne prospérera pas au Mali. Les manifestations identitaires, ce n'est même pas le cas. Parce que pour cela, il aurait fallu que la majorité des Touaregs soient reconnus dans ce mouvement-là. Ce n'est pas le cas. Donc, nul ne nous abusera. Nous ferons tranquillement notre mission de construction nationale, d'édification d'un état de droit digne et véritable au profit de tous les citoyens. L'intégralité de cette conférence de presse sera diffusée demain après le journal de 20h. Mais tout à l'heure, après cette édition, vous pourrez suivre l'intervention du président de la République devant le Parlement européen. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de soutien rapide aux autorités et services sociaux dans les zones post-conflit, une somme que l'Union européenne investira dans les régions touchées par la crise. L'Union européenne a également annoncé aux journalistes que son appui budgétaire en faveur du Mali s'élèvera à 225 millions d'euros pour 2013-2014. Le compte rendu du déjeuner de presse avec Mohamed Diarra.
Le 15 mai dernier, à Bruxelles, l'Union européenne s'est engagée à apporter un appui de plus d'1,2 milliard d'euros au Mali. C'est pour donner plus de visibilité aux investissements faits par l'Union européenne que celle-ci a décidé de rencontrer la presse malienne. Ainsi, apprend-on, une première enveloppe dotée d'un montant de 3,28 milliards de francs CFA est débloquée pour la réhabilitation des bâtiments de l'État et des collectivités dans 110 communes touchées par la crise. Ces actions se font dans le cadre du projet intitulé « Soutien rapide aux autorités et services sociaux dans les zones post-conflit ». Le projet concerne deux volets. Le premier volet, le volet le plus rapidement mis en œuvre, ça a été de l'apport en matériel administratif. Aujourd'hui, ça a été fait à peu près 55 communes et 150 services bénéficiaires, même un peu plus maintenant. Ça évolue tous les jours. Et le deuxième volet, c'est des réparations sur les bâtiments qui ont été pillés ou qui parfois étaient déjà abîmés avant la crise et qui ont été en quelque sorte encore plus dégradés. Donc sur ces bâtiments, forcément ça prend un peu plus de temps et mobilise plus de moyens que pour le matériel, mais on avance, il y a déjà 30 bâtiments qui ont été rénovés, dont en particulier le gouvernorat de Gao. Le projet qui a démarré en avril a une durée de 18 mois. Cependant, des problèmes d'ordre sécuritaire ralentissent les travaux dans certaines communes relevant de la région de Kidal et de Gao, précise le conférencier. Les journalistes ont aussi été identifiés sur l'aide budgétaire que l'Union européenne apportera au Mali pour la période 2013-2014. Elle s'élève à 225 millions d'euros. Les modalités de décaissement sont fixées effectivement dans ce contrat en 3 tranches. La première tranche a déjà été déboursée en juin 2013, un montant de 90 millions d'euros. Nous travaillons sur un décaissement de la deuxième tranche d'une hauteur de 30 millions d'euros. Et effectivement, si toutes les conditions sont remplies de ce contrat, au premier trimestre 2014, nous pourrons débourser la dernière tranche à hauteur de 105 millions d'euros. Cet exercice qui a réuni l'Union européenne et la presse malienne devra se perpétuer. C'est en tout cas le souhait émis par les deux parties et cela dans l'optique de donner plus de transparence à la gestion financière. L'espace d'interpellation démocratique, c'était hier, au cours de cette 18e édition. Des sujets se rapportant aux problèmes fonciers, à la justice et bien d'autres questions ont été évoqués. Nous proposons le résumé des réponses des ministres interpellés avec Mohamed Diarra. L'espace d'interpellation démocratique est une tribune adéquate pour les sans-voix. L'édition 2013 n'a pas dérogé à cette tradition. En effet, sur les 36 interpellations retenues cette année, une vingtaine étaient relatives aux problèmes domaniaux et fonciers. Des interpellations qui posent une fois de plus la sempiternelle question de la gestion du foncier au Mali. Ces questions étaient adressées au ministre de l'Administration territoriale, à celui des domaines de l'État et des affaires foncières et en partie au ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Les plaignants ont parlé d'expropriation foncière, de lourdeur administrative de la gestion des dossiers fonciers, le non-respect du lotissement, les constructions anarchiques dans les grandes agglomérations et bien d'autres. Des questions sont toutes légitimes et reconnaissent les ministres interpellés. Ils expliquent certaines interpellations par les conflits de compétences entre les structures publiques concernées et surtout par la méconnaissance des textes par les plaignants. Toutefois, les chefs des départements concernés ont promis de prendre des dispositions nécessaires afin que les victimes puissent être mises dans leurs droits. Et cela après des enquêtes approfondies sur certaines interpellations qui nécessitent d'amples éclaircissements. S'adressant aux interpellateurs, le ministre de la Justice garde des Sceaux n'est pas allé avec le dos de la cuillère. En aucun cas, le gouvernement n'a eu à dire à quiconque que les personnes levées, libérées, les mandats ou les libertés provisoires exonéraient de la poursuite pénale. Non, on ne l'a jamais dit, il n'en a jamais été question et nous sommes engagés à mener toutes les enquêtes sans aucune concession à l'égard de qui que ce soit, y compris lorsque les mandats sont levés. Le dossier poursuivra et si les culpabilités sont posées, eh bien les condamnations suivront et cela est une ligne claire du gouvernement. Il n'y a aucune concession là-dessus.
Le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires et celui en charge de l'industrie et des mines se sont exprimés sur le licenciement d'au moins 500 travailleurs de la société minière et autres unités industrielles. Pour le ministre Amadou Kounaté, ces licenciements ont été faits conformément aux dispositions du Code du travail. Et pour être plus précis, il dira que la légalité a été respectée dans ces dispositions actuelles. S'agissant de la situation des licenciés de l'UCOMA, le ministre Boubou Cissé demande de la patience. Suite à la 17e session de l'EID l'année dernière, le gouvernement d'alors avait pris des dispositions pour exécuter ses engagements dans le cadre de ce protocole-là. En l'occurrence, en mettant à la disposition de l'INTM, au nom de la solidarité nationale, une provision de 2,1 milliards de francs CFA pour le paiement de la totalité des arriérés de salaire et des indemnités de réinsertion. Alors, cette démarche aurait pu être effectivement conclue, n'eût été une autre plainte qui a été déposée par le président directeur général du dit groupe, et cette plainte a conduit la Cour de justice de l'UEMOA à se saisir du dossier. À partir de ce moment-là, la démarche qui avait été initiée par le gouvernement a évidemment été gelée et toutes les parties concernées aujourd'hui sont dans l'attente de cette décision. Une fois que la décision de la justice tombera, le gouvernement se pliera à ce qui aura été décidé. La corporation des conducteurs du train doit respecter les textes en vigueur. C'est la réponse donnée par le ministre de l'Équipement et des Transports à la requête qui lui a été adressée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a apporté des éclaircissements sur le numerus clausus, l'unique interpellation que son département a reçue. Son collègue de la sécurité assurant l'intérim de celui de la défense a battu en brèche les interpellations à lui adressées par rapport au paiement des émoluments et autres avantages aux contingents maliens ayant participé au maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda et en Centrafrique en 2002. Les intéressés, avec leur assentiment, ont perçu leur dû depuis mars 2003, confirme le général Sarah Samaki. À l'issue de cette édition de l'espace d'interpellation démocratique, gouvernants et gouvernés ont chacun dit leur vérité. C'est cela aussi la démocratie. La 18e édition de l'EID a été marquée par la franchise des débats, tant des interpellateurs que des interpellés. Et comme moment phare de la journée, les recommandations formulées par le jury. Notons que la journée était présidée par le Premier ministre. Les recommandations et la clôture de l'EID, c'est avec Ibrahima Traoré. Les travaux de la 18e édition de l'EID sont clos avec une panoplie de recommandations. Des recommandations qui visent essentiellement le renforcement du processus démocratique au Mali. Le jury demande au gouvernement une attention particulière à l'accès de la jeunesse à l'éducation et à la formation, à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'éradication de la pauvreté au Mali. Il l'invite également à favoriser le renforcement de la défense des droits de l'homme à travers un plus grand accès des populations à la justice. Le jury d'honneur se félicite de l'appropriation de l'EID par le médiateur de la République du Mali. Il rappelle les suggestions émises en 2012 visant à renforcer l'efficacité de cet espace. Procéder à une évaluation publique chaque 4 mois entre 2 sessions pour que l'EID ne se limite plus à une activité publique d'un seul jour, mais s'étende sur toute l'année avec l'activation de la commission de suivi à travers les points focaux des différents départements ministériels. Améliorer le chronogramme de l'EID en organisant le dépôt des dossiers d'interpellation à compter du 1er janvier de chaque année jusqu'à la date limite du 31 juillet. Les interpellés et le médiateur disposeront ainsi de plus de temps pour traiter le maximum de dossiers de manière efficiente. Trouver les moyens d'élaborer un rapport après chaque session de l'EID pour capitaliser la mémoire de l'EID et pour garantir son utilité pédagogique et civique. Le jury recommande également l'organisation de campagnes de communication publique régulières visant à mobiliser les citoyens maliens, qu'ils résident au Mali ou à l'extérieur du pays. Le Premier ministre s'est réjoui de la franchise des débats. La culture de la justice passe par là, dit-il, et l'engagement du gouvernement ne fera pas défaut, selon lui, pour mieux promouvoir les droits de l'homme au Mali. L'EID met à jour chaque année des situations douloureuses, des dénis de droits, des abus d'autorité qu'il nous revient de corriger et de sanctionner. Il désigne en creux l'étendue des inégalités sociales que connaît notre pays et que nous avons le devoir de réduire.
Les interpellations ainsi que les contributions entendues au cours de cette édition indiquent que le gouvernement doit être plus attentif au respect des règles de droit, au traitement des doléances, plus performant dans la fourniture des services aux usagers et soucieux de la protection des droits de propriété. C'est une question majeure dans notre pays aujourd'hui qui fonde des vulnérabilités qui paraissent à tous inacceptables. C'est dire que les interpellations publiques ont du bon et que l'on pourrait imaginer un EID mensuel. En vérité, le sentiment profond, c'est que c'est le rôle du médiateur que de nous interpeller continuellement, nous, membres du gouvernement, de nous obliger à apporter les réponses appropriées aux requêtes des citoyens. Et je suis certain que le nouveau médiateur de la République ne nous laissera à cet égard aucun répit. En marge de l'EID, une multitude de stands sont érigés dans le hall du CICB pour montrer au public les produits des différents centres de détention. Le chef du gouvernement y a fait un tour pour apprécier les œuvres des détenus. Le Premier ministre Oumar Tatamli a présidé cet après-midi la 8e session du comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé. La session a fait le bilan des actions menées entre 2008 et 2013. Il s'agit notamment de la création de plus de 14 000 entreprises en 3 ans. Nous y reviendrons demain avec notre reporter Bourama Traoré. Et puis la justice malienne a procédé à l'arrestation de 6 magistrats à Bamako et à Mopti. Ils sont accusés de faux et usage de faux. Pour plus de précisions, nous écouterons tout à l'heure le ministre de la Justice. En attendant, les genres journalistiques, l'éthique et la déontologie du métier, journalisme et sécurité, voilà entre autres thématiques traitées dans le manuel chantier du journaliste au Mali. Le document imprimé en 1000 exemplaires a été remis ce matin au président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, un geste de l'ambassade des États-Unis au Mali qui entend contribuer au renforcement des capacités rédactionnelles des journalistes et animateurs. Ramata Konati. Les journalistes et animateurs ont désormais à leur portée un nouveau document. Ce manuel traite des fondements et règles du journalisme. Il s'agit vraiment des points liés au rôle des médias dans une démocratie émergente. Il y a un contenu lié au genre journalistique. Il fallait aussi orienter nos journalistes, comment se comporter, quels doivent être vraiment les points d'attaque dans le cadre d'une situation d'insécurité. Ces thématiques sont suivies des textes qui régissent le secteur journalistique au Mali. Le partenaire de publication se dit fier de l'élaboration du manuel. C'était un grand plaisir pour moi d'être à cette cérémonie pour remettre ce livre qui résulte des formations que l'ambassade des États-Unis et l'USAID ont financé avec l'URTEL. Et c'est pour la formation et les bons principes de journalisme. Pour atteindre cet objectif, le conseiller technique au ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies a invité les journalistes à lire et à exploiter ce document. Il ne s'agit pas de s'en approprier en allant le classer, disons, quelque part dans les tiroirs. J'invite les uns et les autres à lire ce manuel. C'est enrichissant. Ce n'est pas une école, certes, mais la documentation, c'est ça qui départage les journalistes. La lecture est sans doute l'une des clés pour améliorer le savoir. C'est d'ailleurs ce qui justifie la remise de ce millier d'exemplaires. Nous abordons à présent la page législative, second tour prévu donc le dimanche prochain. Le président de la Cour constitutionnelle informe les délégués de la Cour que pour le second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, leur répartition, le programme des départs et de paiement des indemnités sont affichés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour les régions, le paiement des indemnités aura lieu le jeudi 12 décembre. À partir de 10h et le départ est fixé au vendredi 23 décembre à partir de 6h devant le Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour le district de Bamako, le paiement des indemnités aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 9h. Législative second tour de dimanche, la liste RPM ADP Maliba de la commune 5 a lancé sa campagne à travers un meeting. C'était au stade municipal de la commune. 2 listes sont en compétition pour les 3 sièges à l'Assemblée nationale. Dans cette commune, Agali Ag Agissa.
C'est le stade municipal de la commune 5 du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement de la campagne de la coalition IBK Le Mali d'abord. Ce groupement de partis politiques et associations soutient la liste RPM ADP Maliba, classée première en commune 5 avec 23,77% des voix exprimées après le premier tour des législatives du 24 novembre dernier. Cette liste est en compétition avec celle de l'ADEMA PSJ, Sinir Faso Iruaton RJP au second tour des législatives du 15 décembre. Après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le dispositif de soutien s'est renforcé autour des candidats. La quasi-totalité des 13 listes des partis et associations en compétition du premier tour en commune 5 ont fait le choix de soutenir la liste RPM ADP Maliba, matérialisant du coup leur ambition d'accompagner le président. Les trois porte-étendards des partis RPM et ADP Maliba restent confiants. Ils promettent promouvoir le rôle du député une fois à l'hémicycle. Nous avions jugé utile aujourd'hui, en tout cas tous les 3 mois, de créer un grand cadre de concertation à l'échelle de la commune, inviter toutes les populations pour donner la parole aux populations, pour savoir un peu leurs difficultés. Également, on a promis aussi tout projet de loi, en tout cas proposé par le gouvernement de la République, fera l'objet d'un débat d'abord avant que nous partions voter à l'Assemblée. Nous proposons d'être des députés qui sont à l'écoute du peuple, des députés qui seront là pour soutenir la mouvance présidentielle tant qu'elle sera sur la bonne voie. Cette liste a l'espoir, une liste composée de 2 jeunes qui ont montré leurs preuves et d'une femme. Les candidats et le président de la coalition ont saisi cette occasion pour inviter les militants et sympathisants des partis alliés à accomplir leurs droits civiques le jour du vote pour relever le taux de participation à ces élections. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 15 décembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain jeudi 12 décembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h RPDM, 9h30 phare Ankawili, 10h PDS, 10h30 PRVM Fasoko, 11h RPM. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats RJP, MPR, Myria et SNID Faso Yirewaton. Les membres du comité régional de pilotage des élections de la région de Sikasso étaient en conclave hier mardi. Il s'agissait d'échanger autour des préparatifs du second tour des législatives. Au RTM Sikasso, le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. En région de Sikasso, les responsables régionaux se mobilisent pour réussir le second tour des élections législatives du 15 décembre prochain. Au cours de la rencontre, le chef de l'exécutif régional a remercié tous les acteurs politiques qui ont fait montre d'une attitude fair play lors de la campagne et les a invités à terminer ces législatives en toute beauté. Le premier tour s'est bien passé sans incident, avec une mobilisation acceptable, mais nous pensons qu'on peut mieux faire par rapport à la hauteur de participation. C'est pourquoi nous avons tenu à rencontrer les acteurs politiques et la société civile pour qu'on puisse encore nous mobiliser pour une grande participation à ce second tour des législatives et organiser des élections apaisées. Aussi, il a rassuré les uns et les autres quant à la neutralité de l'administration qui s'efforcera d'organiser des élections transparentes, apaisées et sécurisées. Le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a dépêché au Mali une mission d'observation du deuxième tour des élections législatives du 15 décembre. Elle fait suite à la mission d'observation du premier tour des élections législatives. La mission d'observation composée de députés originaires des pays membres de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sénégal et le Togo, séjourne au Mali depuis le dimanche 8 décembre. Elle compte rencontrer diverses structures concernées par les élections et suit de très près le déroulement de la campagne électorale. Cette mission se poursuivra jusqu'au 17 décembre. La mission d'observation du comité interparlementaire félicite le peuple malien et toutes les forces sociales et politiques pour le bon déroulement
du premier tour des élections législatives. Elle forme le vœu que le second tour soit à la hauteur des attentes du peuple malien. Et nous revenons tout de suite sur ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle informe les délégués de la Cour que pour le second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, leur répartition, le programme des départs et de paiement des indemnités sont affichés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour les régions, le paiement des indemnités aura lieu le jeudi 12 décembre à partir de 10h et le départ est fixé au vendredi 13 décembre à partir de 16h devant le Centre international de conférence de Bamako. Et pour le district de Bamako, le paiement des indemnités aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 9h. En quatrième région, donc sur un tout autre sujet, le ministre du Logement a remis ce mercredi à 100 les clés des logements sociaux. Les bénéficiaires sont au nombre de 40. Le compte-rendu de la cérémonie de remise, c'est avec Condé-Silla. Ils sont 40 nouveaux heureux bénéficiaires à 100 des logements sociaux. Chaque logement est composé d'un bâtiment principal, composé d'un salon, de 2 chambres à coucher, un magasin et un dégagement. Dans la cour, une toilette extérieure. La superficie totale du site de ces logements est de 2 hectares, prenant en compte les équipements programmés, dont un centre de santé communautaire, un centre secondaire d'état civil et un jardin d'enfants. Immense était la joie des bénéficiaires. Je ne saurais trouver les mots justes pour exprimer la joie que les plus hautes autorités du pays nous apportent ainsi. L'innovation majeure pour cette deuxième tranche est qu'il y a l'assurance vie qui demeure une des conditions d'acquisition. Nous vous remercions pour l'innovation apportée dans la gestion des logements sociaux. Il s'agit de l'assurance. Elle permet, j'en suis sûr, d'éviter des problèmes en cas de décès du bénéficiaire avant la fin du contrat. Pour le ministre du Logement, une des priorités majeures du gouvernement est de garantir un toit pour chaque Malien. La présente cérémonie intervient également dans un contexte marqué par la création d'un ministère exclusivement dédié au logement. Une création qui traduit, à notre sens, la volonté chez les plus hautes autorités de procéder à la concrétisation opérationnelle de l'accès du plus grand nombre de Maliens au logement et au logement décent. Mais la réalisation de cet objectif requiert des changements dans les approches et dans les façons de faire. Auparavant, le maire de San, Sina Oumar Traoré, avait encouragé le gouvernement dans cette politique. À retenir enfin que chaque concession coûte environ 8 millions de francs CFA payables sur une durée de 25 ans. Je vous le disais il y a juste un instant, la justice malienne a procédé à l'arrestation de 6 magistrats à Bamako et à Mopti. Ils sont accusés de faux et usage de faux. Pour plus de précision, écoutons le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mohamed Ali Bakili, est au micro de Bourama Traoré. Il s'agit de magistrats qui ont été l'objet de récriminations par des justiciables qui nous ont saisi de certains faits incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Donc il s'agissait de faits graves pouvant relever de la commission de certaines infractions. Nous avons déféré ces faits à l'inspection des services judiciaires et qui a été entendre les intéressés. Et les rapports qui nous ont été transmis donnaient à croire en tout cas que les justiciables qui se sont plaints l'ont fait à juste raison. Pour être poursuivis, la juridiction compétente pour le faire est désignée par la Cour suprême. La Cour suprême a été saisie, elle a analysé elle aussi les faits et elle a trouvé que c'était des faits passibles de poursuite judiciaire. Cela dit, il y a toujours la présomption d'innocence, ils ne sont pas encore coupables.
mais ils ont été arrêtés à l'image de tous les autres citoyens qui, dans les mêmes circonstances, peuvent faire l'objet de mandats de dépôt, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le discerner contre les autres citoyens du Mali. Ils sont aussi redevables de l'application de la même loi quand ils se comportent à l'instar des personnes qu'ils placent sous mandat de dépôt. Mais que reproche-t-on exactement à ces magistrats, monsieur le ministre? Je dois dire que votre question m'embarrasse un peu. C'est un dossier judiciaire qui est couvert par le secret de l'instruction. Donc je n'ai pas à faire de révélations sur les faits en eux-mêmes, sauf à dire que, à notre connaissance, ils ont été poursuivis pour des faits de concussion, de faux et d'usage de faux. C'est les qualifications que les juges ont bien voulu donner au chef de poursuite. La concussion étant l'infraction qui stigmatise le comportement du juge lorsque le juge a exigé du justiciable de l'argent ou en tout cas des biens d'une certaine valeur. Et chaque fois que la valeur de ces biens dépasse 50 000 francs, le juge lui-même est passible de poursuite pour avoir commis un crime, le crime de concussion, qui est puni, je crois, de 5 à 20 ans de réclusion criminelle. La loi, elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Aucun citoyen ne doit croire qu'il est au-dessus de la loi. Et la profession du juge ne doit pas lui servir d'abri pour violer la loi. Sa profession, au contraire, doit lui servir à protéger la société contre les violations de la loi. Mais ce ne doit pas être considéré pour lui comme un abri sûr où il va se trouver pour violer la loi. Et chaque fois qu'il l'aura fait, il est normalement passible de poursuite comme n'importe quel citoyen. Voilà, à l'instant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mohamed Ali Bathily, qui se prononçait suite à l'arrestation de 6 magistrats à Bamako et à Mopti accusés de faux et usage de faux. La 5e Assemblée générale de l'interprofession du coton du Mali s'est tenue aujourd'hui ici à Bamako. Au menu de cette rencontre, le bilan de la commercialisation de la campagne agricole 2012-2013. Les participants venus de toutes les zones cotonnières échangent aussi sur les perspectives de la campagne en cours. Moussa Fani. Cette 5e Assemblée générale du bureau de l'interprofession du coton du Mali a pour objectif de faire le bilan de la commercialisation de la campagne écoulée et d'échanger sur la filière en général. À travers cette rencontre, les acteurs du secteur entendent faire également le point des dispositions prises par la CMDT qui sont entre autres les paiements du coton graine et l'organisation des marchés. Ce qu'on entend de l'Assemblée générale aujourd'hui, c'est de bien programmer la commercialisation de la campagne 2013-2014. Parce que déjà, les producteurs sont prêts pour la récolte du coton. Presque les 70% du coton ils ont déjà récolté, ils ont à la main des paysans. Le président de l'interprofession du coton du Mali a également rassuré les cotonculteurs quant à leur paiement à temps. Je peux les assurer, mais il n'a qu'à faire beaucoup d'attention dans le champ pour le moment des récoltes. Parce que la qualité du coton est très très importante pour nous tous et pour l'Afrique même. Donc si la qualité n'est pas bien, ça peut jouer sur le prix de l'année prochaine. Il faut souligner que l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali a déjà pris des dispositions dans le cadre de la commercialisation du coton, parmi lesquelles on peut retenir la réfection des pistes et le chargement des camions à temps. Les membres du projet d'élevage de poissons intégrés à la riziculture ont tenu leur 2e session au centre des travaux. L'examen du rapport final d'activité du projet et les états financiers. Élaboré en 2011, le projet bénéficie de l'appui technique et financier de la FAO. Nando Dambélé.
Cette deuxième session du comité de pilotage du projet validation et dissémination des systèmes d'élevage de poissons intégrés à la riziculture est le cadre idéal pour trouver des réponses aux questions relatives au développement de l'intégration de l'irrigation et l'aquaculture dans les aménagements hydro-agricoles dans notre pays. Cette session revêt une signification particulière car elle se déroule au moment où le projet tire vers sa fin. Elle devra donc vous permettre de dresser le bilan des activités menées au cours des 2 années et demie de mise en œuvre et réfléchir sur les perspectives. Malgré le retard enregistré dans son démarrage, le projet a atteint la grande majorité des objectifs assignés et des résultats attendus. Il entend souligner l'important rôle que les systèmes d'élevage intégrés à la riziculture peuvent jouer en vue d'atteindre une situation de sécurité alimentaire et de réduire l'exode rural et la pauvreté. L'objectif global du présent projet est de contribuer à l'augmentation de la production et de la disponibilité du poisson provenant de l'aquaculture dans les zones rizicoles de Sikasso, de Ségou et de Mopti, grâce à la validation et à la dissémination des systèmes d'élevage de poissons intégrés à la riziculture à travers des champs-écoles de producteurs. Au cours des travaux, les membres du comité venus de Sikasso, Ségou et Mopti ont examiné le rapport final d'activité du projet et les états financiers y afférents. Le 7 décembre dernier, c'était la journée de l'aviation civile internationale, journée décrétée en 1994 par l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au Mali, l'Agence nationale de l'aviation civile continue de commémorer cette journée à son siège à travers des conférences débats. Reportage de Abdul Karim Kaba. Prennent part à cette conférence les agents de l'Agence nationale de l'aviation civile, Mali Météo, l'armée de l'air et l'association des compagnies aériennes. Cette activité entre dans le cadre de la journée internationale de l'aviation civile célébrée le 7 décembre de chaque année. Depuis 1994, date de la signature de la Convention sur l'aviation civile internationale portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette journée est fêtée dans le monde par les acteurs concernés. La conférence organisée à cet effet a pour but de sensibiliser l'opinion sur l'importance de l'aviation civile dans le processus de développement économique et social des pays et exposer les problèmes rencontrés. Le thème retenu cette année est « Évoluer pour relever les défis du transport aérien au XXIe siècle ». Ce thème rend compte des importantes révélations que mène actuellement l'OACI et l'ensemble du secteur du transport aérien, à un moment où l'aviation cherche à forger un consensus plus vaste et à réaliser une planification stratégique pour relever les défis imminents auxquels le secteur est confronté. Ces défis sont nombreux. L'aviation ayant toujours joué un rôle moteur essentiel dans le développement économique et social, le réseau mondial de transport devrait, selon les prévisions, doubler de volume d'ici 2030. Les thèmes abordés au cours de cette conférence débat sont la météorologie pour un développement durable du transport, la sécurité des vols et la gestion de la sécurité aérienne au Mali. Tenue hier mardi à Caille de la 12e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Fousséine Ndao, le projet de budget 2014 de l'hôpital se chiffre à plus d'1 milliard 27 millions de francs CFA. La correspondance de Kansoto Kanouté. Au cours de cette 12e session, les modules qui étaient à l'ordre du jour sont entre autres le contrôle de l'état de mise en œuvre des recommandations issues du conseil d'administration du 26 novembre 2012, la présentation et l'adoption du rapport d'activité et de l'état d'exécution du budget du 1er janvier au 31 décembre 2012 et celle du 1er janvier au 30 septembre 2013, l'examen et l'adoption du projet de budget 2014. Le budget du 1er janvier au 31 décembre 2012 a été exécuté à peu près à 80%. Cela est dû surtout au fait qu'au niveau des fonds ABS, compte tenu de la situation sociopolitique que le pays a connue, l'hôpital Fousséine Ndao de Caille, comme l'ensemble des autres hôpitaux du Mali, mais à des degrés divers, traverse des problèmes. L'une des particularités de l'hôpital Fousséine Ndao est l'insuffisance du recouvrement des recettes. Au niveau du bureau des entrées, avec l'installation déjà d'un logiciel prêt sur les ressources propres, c'est le logiciel prêt sur les ressources de l'État existait.
Et aussi, nous sommes dans la mouvance d'installation d'un réseau, d'un logiciel qui permettra de prendre en charge l'ensemble des services. Après des échanges, des recommandations ont été formulées. Il s'agit d'un besoin immense d'un service de traumatologie, d'un service de réanimation en cas d'urgence pour qui connaît la distance qui sépare Caille de Bamako, entre autres. 56 motos pour plus de 80 millions de francs CFA, c'est le don que l'UNICEF vient de faire à la direction régionale de la santé de Sikasso. C'est pour renforcer le programme élargi de vaccination dans la région. Seko Konaté. La présente donation de l'UNICEF à la direction régionale de la santé de Sikasso est composée de 56 motos pour plus de 80 millions de francs CFA. Elle vise à renforcer le mécanisme d'immunisation des enfants par une plus grande mobilité des agents PEV afin de leur permettre d'aller désormais aux cibles. Nous savons tous que l'éradication de la poliomyélite ne saurait être une réalité sans un PEV de routine fort, capable d'assurer à chaque enfant, garçons et filles du Mali en général et de la région de Sikasso en particulier, la chance d'être protégé contre ces 9 maladies invalidantes et meurtrières du PEV. Ainsi, chacun des 9 districts de la région se verra doté de motos. Ensuite suivront les réfrigérateurs et congélateurs solaires. Un accompagnement de l'UNICEF que les autorités régionales saluent. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier très sincèrement le partenaire UNICEF et exprimer toute notre reconnaissance pour la constance de son soutien. Je lance un appel vibrant au président des ASACO, à travers la présidente de la FERASCOM et le président de FELASCOM, pour une utilisation judicieuse et un entretien régulier de ces motos. Une cérémonie de remise qui se tient au moment où la région sort du 4e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Un passage qui aura enregistré un taux satisfaisant de 106%. 63 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériaux de construction que le Haut Commissariat aux réfugiés, en collaboration avec le Conseil norvégien des réfugiés, a mis à la disposition de 350 familles de Gao et d'Ansongo. C'est pour la réhabilitation de leur maison et leur réinsertion. Boubacar Bablé-Touré, compte rendu. Ils sont au nombre de 350 familles, dont 198 du cercle de Gao et 152 d'Ansongo à bénéficier de ces matériaux de construction. Des matériaux composés de ciment, de sable, de banco, de bois de construction, bref, tout pour offrir à ces réfugiés et déplacés de retour un meilleur cadre de vie par la réhabilitation de leur maison. Cette action a été vraiment salutaire parce que ça permet une réinsertion sociale et économique des populations de la ville. Je suis très content de cet appui. Cet ambitieux programme a coûté la somme de 63 millions de francs CFA, soit un montant de 180 000 francs CFA par famille bénéficiaire. Ce projet a été financé par le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et mis en œuvre par le NRC, Conseil norvégien des réfugiés. Aujourd'hui, on a lancé par exemple le moyen de distribution des matériaux de construction. Et comme vous avez vu, donc il y a des gens, par exemple, qui ont pu, dû aux conséquences, ont quitté leur maison, ou après ces maisons ont été bombardées, ou bien les gens sont venus saccager tout après. Donc maintenant, dû à cette situation qui évolue favorablement, ces populations reviennent. Ils sont les derniers à venir, mais on ne peut pas dire qu'ils sont les moins valeureux, dans la mesure où aujourd'hui nous pouvons dire que la population dans la sérénité est en train de reconstruire la ville, la population dans l'assurance est en train de revivre sa situation socio-économique. En marge de cette cérémonie de remise, certaines maisons qui doivent faire l'objet de réhabilitation ont été visitées. Pour plus de transparence dans l'utilisation de ces matériaux, une commission de suivi et d'évaluation sera mise en place, une recommandation des autorités régionales. 11 décembre 1960, 11 décembre 2013, voilà 53 ans que le Burkina Faso a accédé à sa souveraineté nationale. La commémoration de cette date a été marquée par une revue des troupes des forces armées du Burkina Faso à Tombouctou. Les autorités politiques, administratives et coutumières ont fait le déplacement pour réitérer leur reconnaissance aux hommes intègres qui viennent en appui à nos forces armées et de sécurité. Yéya Tandina. L'entrée du drapeau
et la revue des troupes sont les temps forts qui ont marqué ce 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Célébré dans la cité des 333 saints, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses sont venues témoigner de leur gratitude à ce pays frère. Le Burkina Faso est un pays frère. Alors nous partageons la joie avec eux. Ce 11 décembre, c'est un jour béni. Et ça donne le temps de nous faire des remises en condition, des remises aussi en mémoire. C'est une fête partagée. Et avec eux, nous sommes là pour fêter tous ensemble la fête de Burkina. C'est vraiment une fraternité, c'est vraiment l'Afrique, c'est vraiment l'amitié et la solidarité entre les peuples africains. 850 hommes composent actuellement la troupe Badenya en opération dans la région de Tombouctou. Ce 11 décembre a été mis à profit par le chef des opérations militaires pour saluer les relations entre civils et militaires en 6e région. Depuis 1960, elle s'est forgée contre toutes les formes d'adversité en privilégiant la promotion des hommes et des femmes, le raffermissement du tissu social dans un esprit de solidarité et de compromis, transparaissant dans la complémentarité des idées et des vues sur les questions les plus complexes. Ce 53e anniversaire de la République du Faso a été placé sous le signe de la paix et de la quiétude dans toute l'Afrique. Et la présence des forces Serval et celle de la FAMA illustre tout cela. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le journal des formations avec Kadidia Toukone. Demain, pour les infos dans la mi-journée, Amadou Sankaré. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.